Bienvenue, très chers téléspectateurs. Nous sommes très heureux de vous revoir encore une fois de plus par notre rendez-vous sacré de chaque jeudi et samedi. Parlons Jeunesse Magazine, une émission qui fait parler la jeunesse, bien sûr, une émission qui donne de l'espace à la jeunesse de s'exprimer dans n'importe quel domaine. Alors aujourd'hui, nous allons encore essayer de marteler un tout petit peu sur l'actualité politique avec Monsieur Gel Kabila. C'est un avocat avec qui nous allons parler de l'actualité politique, et puis un analyste politique aussi. Bienvenue, Monsieur Gel. Merci Marie et merci à toutes les personnes qui nous suivent. Vous êtes content d'être sur Parlons Jeunesse Magazine aujourd'hui? Pourquoi pas, on parle État, c'est la jeunesse maintenant qui en parle, Oui. que les vieillards puissent en parler. Ok, nous allons rapidement aller sur notre sujet. Nous allons commencer aujourd'hui avec le dossier état de siège qui est décrété par le président de la République à l'est du pays, également à la province du Nord Kivu et de l'Ituri. Qu'en pensez-vous par rapport à ces situations d'état de siège qui pourra apporter quand même la paix à l'est du pays? Très bien. C'est depuis 2 ou 3 jours que le chef de l'État a estimé bon et très important que l'état de siège puisse être décrété pas sur toute la République, Oui. mais sur une partie de la République et surtout sur la partie orientale. Ça signifie l'Ituri et le Nord Kivu. C'est depuis 20 ans que cette partie est en train de subir les secousses de l'insécurité. Oui. Les présidents se sont succédés. Chacun a eu sa potion, soit sa recette, afin de pouvoir endiguer tous ces bandits qui massacrent nos compatriotes depuis l'orient de notre pays. Le président actuel, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a estimé qu'il était bon et important que l'état des droits, que l'état de siège soit décrété. Ce n'est pas une invention personnelle, soit une imagination très personnelle. C'est quelque chose qui est prévu, ce sont des pratiques qui sont prévues par la Constitution, qui est même ce squelette qui place les jalons du fonctionnement et de l'exercice d'un État. C'est en vertu de l'article 85 de la Constitution, tel que modifié par la loi de janvier 2011, qui dispose que lorsque l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo est menacée, le chef de l'État, après consultation des 2 présidents du Parlement et du Premier ministre, peut arriver à décréter l'état d'urgence. Et donc, ce sont ces personnes qui sont habilitées à pouvoir spécifier soit juger bon qu'il y ait état de siège dans une ou toute étendue de la République. Pareil, pour bien expliciter encore, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas le mot état de siège. Exactement. Vous pouvez quand même expliciter pour aider aussi d'autres jeunes qui vont vous suivre. Magnifique. Alors, c'est ce qu'on était en train de faire. Et donc, s'il faudra ressortir d'une manière simpliste, s'il faudra entendre par état de siège signifie que, en fait, c'est une situation, une mesure que le président de la République prend pour pouvoir renforcer la sécurité dans une partie de la République bien déterminée. Donc, pour les cas de l'Ituri et du Nord Kivu, c'est l'insécurité qu'il y a. Et cette insécurité est en train d'enfreindre le bon fonctionnement des institutions, ainsi que les autorités du pays ont pris ces initiatives de pouvoir jeter un dévolu sur cette partie des républiques. Et vous pensez qu'en décrétant l'état des sièges, selon vous, nous arriverons quand même à vaincre cette lutte, cette guerre, je peux dire, au niveau de l'Est, avec bien sûr, parce qu'on voit l'état des sièges, nous allons voir que tout le gouvernement sera dirigé par les militaires. C'est ça, c'est ça. Exactement. Vous pensez que nous allons quand même arriver, avec l'aide du FARDC, nous allons arriver à repousser ces bandits qui sont en train de déranger l'Est? Moi, je pense que au départ, l'idée est magnifique, elle est bonne, mais la question qu'il faudra se poser
c'est au niveau des modalités, afin d'avoir un résultat escompté. Regardez aujourd'hui. Dans le Nord Kivu et l'Ituri, avant que l'état de siège ne soit décrété, il y avait l'armée. Il y a l'armée qui continue à avoir ses bases là-bas. Et d'ailleurs, c'est la partie la plus militarisée de la République démocratique du Congo. Il y avait les civils, il y avait l'armée. Ils travaillent, je ne sais pas, en parfaite cohésion ou pas, pour arriver aujourd'hui à mettre de côté les civils et laisser les militaires. Moi, je pense qu'à cette question, chacun peut toujours arriver à répondre selon son entendement. Aujourd'hui, l'État décide à ce que les civils, les autorités civiles sont mises de côté en laissant les dévolus aux militaires. Très bien. L'idée est magnifique. Bon, on suppose qu'avec les militaires, il y aura de la rigueur, il y aura un bon suivi. C'est la discipline qui règne, car la discipline est la mère des armées. C'est bien, c'est très bien. Posons-nous encore la question de savoir quels sont les militaires qui seront affectés, soit qui sont ces militaires qui ont été nommés afin d'aller occuper des postes dans le cadre de Nous avons vu il y a déjà la liste qui est sortie. Exactement, on a vu, il y a certaines personnes déjà qui examinaient les actifs et les passifs de ces personnes. Et on découvre que ce sont des personnes anciennement rebelles. Certains ont œuvré sur le RCD, les autres sur le MLC, et ainsi de suite. La question n'est pas là. Dans ces pays, on a vu des rebelles, en fait des anciens rebelles, intégrer les forces armées de la République démocratique du Congo, servir valablement et défendre le pays. L'exemple du feu général Mamadou Ndala. Il a combattu au front, il est parti au front, un ancien rebelle qui s'est battu pour l'intégrité de ces pays. Aujourd'hui, est-ce que les mêmes militaires qu'on a eu à choisir, à nommer afin d'aller occuper des postes stratégiques dans la partie orientale de la RDC, seront-ils capables de faire ce que Mamadou Ndala a fait? Seront-ils capables de pouvoir marcher selon... avoir cet amour. Exactement. Seront-ils capables de marcher sur l'engagement ferme de ne jamais trahir le Congo? Et donc, la question de ceux qui doivent aller diriger là-bas nous renvoie à nous poser la question, encore des chercheurs à savoir, est-ce que ceux qui sont partis là-bas répondent-ils au principe du nouvel homme congolais? C'est une question majeure. Ça fait beaucoup d'années que nous nous posons, que nous cramponnons sur cette dernière. Et comment le savoir? Très bien. Moi, je pense qu'aujourd'hui, le nouvel homme congolais, selon moi, selon la théorie que j'ai eu à mettre sur pied, doit répondre aux critères, soit à la symbiose des trois I. Ce que j'ai appelé la théorie des trois I. C'est quoi la théorie des trois I? Le premier I, nous avons l'intelligence. Le deuxième, nous avons l'imagination. Et in fine, tertio, nous avons l'innovation. Donc, le nouvel homme congolais, selon moi, doit revêtir ces trois I. Le principe, la théorie des trois I. Et donc, s'il faut entrer dans les entrailles de cette théorie, vous allez comprendre que le premier I, qui est l'intelligence, doit être cerné comme étant cette personne ayant la capacité de pouvoir résoudre, soit solutionner un problème dans la société. La RDC a besoin d'un tel personnage. Il a besoin de cette qualité de personne. Vous êtes face à un problème. Est-ce que vous êtes capable et apte à pouvoir y trouver la solution? Le problème que nous avons aujourd'hui, c'est la sécurité à l'Est. Est-ce que les militaires, les policiers qu'on a eu à choisir afin d'aller gérer là-bas, répondent-ils à la première assertion, l'intelligence? Répondre qui pourra. Deuxième assertion, c'est l'imagination. L'imagination, c'est quoi? L'imagination, c'est le fait de regarder au-delà de ce que nous voyons. Dites-moi aujourd'hui, la question de l'Est date de plus de 20 ans. Est-ce que dans les 20 ans, toutes les stratégies qui ont été mises sur pied ont-elles en leur sein de l'imagination, cette capacité de pouvoir voir au-delà de ce qui se passe, de ce qui se présente? Ça signifie il faudra d'abord examiner les vraies causes de ce qui crée l'insécurité à l'Est. Qui sont derrière toutes ces tueries? Qu'est-ce qui fait à ce que c'est seulement à l'Est où il y a la guerre? Pourquoi pas au Nord? Pourquoi pas au Sud? Pourquoi pas au Centre? Pourquoi pas ici à Kinshasa? Seulement à l'Est. Alors, lorsqu'on marche dans cette espèce de tourniquet réflectif,
on comprend que le nouvel homme congolais est obligé d'avoir de l'imagination. Et enfin, le troisième I, c'est l'innovation. L'innovation, je la définis comme étant cette capacité de pouvoir apporter quelque chose de nouveau, apporter ce nouveau souffle, apporter ces nouveaux fils conducteurs dans le fonctionnement de cet engin qui est la RDC. Est-ce qu'aujourd'hui, le fait de décréter l'état de siège répond-t-il à cette nouvelle épice qu'on vient ajouter dans la pacification de l'Est? Est-ce que l'état des sièges aujourd'hui est cette nouvelle innovation qui puisse faire à ce que la partie orientale soit pacifiée? Et vous, qu'est-ce que vous proposeriez à l'État congolais par rapport à cette situation de l'Est? En tant que Congolais, moi je pense que, premièrement d'abord, on remplit la théorie des 3 I. Oui. On identifie les gens qui seront calcables, qui vont répondre à cette théorie. Et lorsqu'on trouve ces gens de personnes, on les met maintenant face à un fait accompli. Le fait accompli, c'est quoi aujourd'hui? La question de l'Est, beaucoup de gens le savent. Ce sont nos richesses qui nous créent des problèmes. C'est la convoitise qu'il y a à l'Est. C'est tout ce qu'il y a dans cette partie orientale. Tout le monde le sait. Mais aujourd'hui, si c'est le coltan qui nous crée des problèmes, si c'est de l'or, des litouries qui nous créent des problèmes, le diamant qui nous crée des problèmes, qui sont derrière tous ces bandits qu'on envoie afin d'aller égorger nos compatriotes? Dès que nous identifions ces gens, et là, je pense que l'État doit prendre ses responsabilités. Ces responsabilités ne suffisent pas seulement à prendre les gens, les vêtir des tenues, leur doter des armes et les tirer, non. Puisque, selon certains rapports, on se rend compte que même la plupart de nos officiers sont trempés dans ces velléités. Alors c'est grave. C'est grave même si, nous-mêmes, enfants du pays, nous pouvons arriver à aller appuyer toutes ces velléités qui se passent à l'Est. Aujourd'hui, moi je pense que s'il faudra mettre sur pied certaines solutions, à part la solution militaire, à part la solution de feu, il faudra bien encadrer tous ces minerais qui y a à l'Est. Pourquoi pas ne pas créer une entreprise générale de coltan, par exemple? Une très grande entreprise qui va arriver à engager la grande partie de la jeunesse du pays qui se trouve principalement d'abord à l'Est. La main d'œuvre. Et ça va finir aussi le chômage. Exactement. Imaginez-vous cette entreprise créée avec le fonds propre de l'État congolais. Et si le dernier des travailleurs de cette entreprise peut toucher 1 000 $ et avoir tous les avantages sociaux, je ne vois pas un jeune quitter Bukavu, quitter Goma et aller intégrer ces groupes armés. Ça peut être une solution. Et là, l'État investit, sauve et encadre la population, mais aussi l'État se retrouve. Le coltan aujourd'hui, c'est parmi les minerais les plus stratégiques de la planète. Sans coltan, on ne fait pas des caméras, on ne fait pas des téléphones, on ne fait pas des ordinateurs. Bref, la technologie aujourd'hui est autour de ce qu'on appelle le coltan. L'État doit arriver à bien gérer et à bien encadrer ces secteurs. Cette richesse, Comme on a créé l'entreprise générale du cobalt, je crois qu'il faudrait aussi créer l'entreprise générale du coltan afin de pouvoir couper cette hémorragie qui est à l'Est. C'est la grande question qu'il y a. C'est la grande question qu'il y a. Puisque si vous examinez tous les groupuscules armés qu'il y a là, il y a toujours une main des globalistes qui passe là-bas. Puisque ces gens, ces rebelles, lorsqu'ils prennent ces minerais, où est-ce qu'ils les amènent? Certains vous diront qu'ils vont au Rwanda, les autres en Ouganda, les autres au Burundi, et tout ça pour aller se retrouver où? Chez les globalistes. En Occident, en Asie, et ainsi de suite. Et par rapport à cette situation de l'Est, par rapport au régime actuel et au régime passé, en tant qu'analyste politique, quel régime a quand même pu apporter quelque chose de plus? Parce que le régime actuel a fait déjà 3 ans, je crois, et le régime passé a fait 18 ans. Alors, avec le peu de temps du régime actuel, vous pensez vraiment qu'il a pu quand même apporter un plus par rapport à cette affaire de l'Est? Très bien. Moi, je pense que nous devons devoir faire un pas en arrière et interroger l'histoire. Nous sommes en 2001. Le président Joseph Kabila prend le pouvoir. Il trouve le Congo
déchiqueté sur toutes ses facettes. Pas de budget, pas d'armée restructurée, un pays émietté, du désordre sur toutes ses facettes. Joseph Kabila, dans son sens et dans sa qualité d'homme d'homme des consensus, ils vont à Sun City, ils retournent, c'est le 1+4 qui naît. Et qui compose les 1+4? Ce sont ces belligérants, ce sont ces grands rebelles qui se sont accaparés du pays comme si c'était un gâteau qu'il fallait se partager dans une fête d'anniversaire. Il y a Jean-Pierre Mbemba, il y a Azarias Rouberois, il y a Hirodia qui venait de Hirodia Abdoulaye Ndombassi qui venait du PPRD, et il y a eu aussi Zaïd Ngoma qui était de l'opposition. Ces 4 personnes s'y réunissent autour d'un idéal, pacifiant le pays. Et ceci un pari fait, réalisé même. Kabila le fit sous son leadership, en connivence avec ces 4 Congolais qui avaient l'objectif de pouvoir réunifier le pays. Ceci fit un pari gagné. Au fur et à mesure Kabila évoluait dans sa législature, on a vu comment est-ce que durant ces 18 ans, il s'est démené, il s'est battu bec et ongle pour arriver à pacifier la RDC. Qu'est-ce que Kabila n'a pas fait pour pacifier la RDC? Il arrive, il trouve près de 150 groupes armés. Il les met en déroute, il restructure les FARDC jusqu'à occuper la 8e et la 9e place des armées en Afrique. Et donc, déjà avec ces genres de classement, nous pouvons dire qu'il avait eu à mettre sur pied un très bon plan pour arriver à faire quelque chose, s'agissant de la partie orientale de notre pays. Mais quand même, il n'a pas pu achever. Non. Aujourd'hui, on ne va pas imputer tout ce qui se passe à l'Est à Joseph Kabila. Il a fait sa part. Kabila a fait sa part. Il a trouvé le Congo et il a fait ce qu'il ne pouvait que faire. Quelqu'un qui vous trouve un pays émietté, il vous le colle, il vous laisse le pays, soit l'armée à la 8e et 9e place, il vous dote l'armée de tout ce qu'il faut pour mettre en déroute ces petits bandits qui terrorisent la population à l'Est. Mais que voulez-vous qu'il puisse faire? Vous avez voulu qu'il puisse vous amener les archanges pour pacifier le pays? Vous le défendez comme ça parce que vous avez le même nom, hein? Non, ce n'est pas seulement ça. Ouais. Porter le même nom que lui, c'est peut-être un fait du hasard. Puisque lorsque je naissais, je ne connaissais pas Kabila, il ne me connaissait pas aussi. Et donc moi je pense que Kabila a fait ce qu'il fallait faire. Et il avait en son sein ce souci de pouvoir appeler tous les Congolais à pouvoir protéger l'intégrité territoriale de ce pays. Face à cela, Kabila est un homme intransigeant. On l'a vu, on l'a vu, on l'a vu. Il a appelé des gens qui étaient rebelles, il les a mis autour d'une table. Il a imprimé en eux l'idéal de pouvoir protéger le pays, de pouvoir garder l'intégrité territoriale de ce pays. Kabila l'a fait. Mais vous avez voulu qu'il fasse quoi à part ça? Il a fait. Et pour ça, moi je pense que je ne peux que le louanger, je ne peux que jeter de fleurs à cette personnalité qui ne rêvait plus des caractères humains, mais plutôt qui devient une icône pour tout un pays. Pas seulement un pays, mais pour toute l'humanité. Puisqu'on a vu sur des plateaux occidentaux des gens louer Kabila pour sa personnalité. La population ne voulait plus de lui. Ah bon, la population, oui, elle est sclérée. Mais aujourd'hui, cette même population demande ce Kabila à Zonga. On a vu des vidéos où les gens étaient en train de chanter à la gloire de Kabila, passer sur le boulevard Lumumba là-bas en quittant son range des Kingakati. À chaque fois que ces photos, ces vidéos sont publiées sur les réseaux sociaux, mais c'est l'allégresse, c'est cette envie de voir ce jeune homme qui a pris le pouvoir, alors que les gens de son âge étaient en train de boire la bière, étaient en train de s'amuser dans des boîtes de nuit. Mais lui, il a pris ce risque, ce courage de pouvoir diriger, de pouvoir amener ce pays aux dimensions continentales, à son destin. Et donc, je disais que Kabila a fait ce qu'il a fait. Et d'ailleurs, en 2019, lorsque le président Félix Tshisekedi prend le pouvoir, il dit qu'il trouve une armée bien structurée. C'est sans ces mots. C'est lui qui a dit ça. Il n'avait rien à reprocher sur ces points à son successeur. Félix Tshisekedi prend le pouvoir.
il dit que l'armée est bonne et bien structurée. Il vient aussi avec son plan. Il imagine, il pense que avec ses recettes, il peut aussi arriver à mettre une valeur ajoutée sur ce que Kabila a fait. Et aujourd'hui, s'il faudra voir ce que le chef de l'État fait, on voit qu'il se bat. Oui. On dit il a dit lui-même qu'il était prêt à pouvoir donner sa vie pour la pacification de l'Est. Oui. On le voit, nous n'allons pas le juger maintenant. Donnons-leur la chance. Exactement, exactement, puisqu'aujourd'hui, si nous voyons nos frères mourir à l'Est, en fait, ça ne sera ni la gloire de Kabila, ni la gloire de Tshisekedi, non. Vous savez, lorsqu'il s'agit du parler intérêt du Congo, nous devons arriver à nous surpasser nos obédiences, soit nos mouvances politiques. Voilà, exactement. Nos divergences. Alors, on les met d'abord de côté. Il s'agit du Congo, que ce soit du régime passé, soit du régime actuel. Moi, je pense que nos appartenances politiques doivent aller de côté. Parlons d'abord C'est nous d'ailleurs, la population, qui devons aider nos acteurs politiques à mettre de côté leurs divergences exactement, politiques. Puisqu'aujourd'hui, je ne vois pas la gloire des Tshisekedi d'ici. Aujourd'hui, le Congo se voit en train d'être meurtri à tout moment à l'Est. Non, personne ne va applaudir ça. Personne ne va le louer. Même Kabila lui-même ne sera pas content de voir ses frères mourir sous la mandature du président Félix Tshisekedi. Non, cela ne va pas passer. Donc, sur cette question de pacification du Congo, j'en appelle à la population congolaise, à tout le monde, à toutes les couches sociales. Okay. Moi, je crois que nous devons accompagner cette astuce. Nous l'accompagnons. Mais cependant, les gens qui ont été choisis à aller pacifier l'Est... De comprendre aussi quelle mission ils ont. Exactement. Si ces gens arrivaient aujourd'hui à décevoir le chef de l'État, moi, je pense que cet opprobre ne va pas tomber sur le peuple congolais, soit sur les gens qui ont été envoyés, mais plutôt sur les chefs de l'État actuels. Et donc, il a aussi le devoir de pouvoir marcher sur l'engagement ferme de ne jamais trahir le Congo. Oui. Merci beaucoup. Nous allons passer par... Nous avons vu, il y avait investiture du gouvernement Sama Lukonde avec les warriors, comme on les appelle. Mais sous leur mandat déjà, nous remarquons qu'il y a ce dossier RAM qui a éclaté. Dossier RAM. Et il y a même la marche qui a été décrétée le lundi à cause de RAM. La population ne veut pas de cette taxe. Et nous avons vu sur les réseaux sociaux comment la police a massacré, a torturé les jeunes qui avaient marché sur la taxe RAM. Alors, vous pouvez dire quelque chose pour cette RAM? Vous êtes pour ou vous êtes contre? Et justifiez-vous. Bon, RAM, oui, RAM, je ne sais pas, nous sommes en train de ramer vers quelle rivière, dans quel sens? C'est une initiative qui a été prise par le ministère des Pêtes Antiques. Oui, M. Kiba Savali. Exactement. Au départ, il y a de très bonnes intentions. C'est une initiative qui tend à pouvoir lutter contre la contrefaçon, une initiative qui tend à lutter contre du désordre dans les secteurs des nouvelles technologies, quoi. Oui. C'est bien. Les bases sont bonnes. Mais cependant, les modalités, c'est ce qui pose problème. Regardez la conjoncture dans laquelle le peuple congolais est en train de vivre. Si vous voulez à ce que nous puissions commencer à payer $1,7 le mois, sur une année, afin de lutter contre la contrefaçon des téléphones, moi je pense qu'à ce niveau, il y a paradoxe. S'il s'agit de lutter contre la contrefaçon, ce n'est pas en retranchant les unités, voire même de l'argent, puisqu'il y a certains utilisateurs d'autres réseaux qui se plaignent même dans leur compte. Il y a même ceux-là dont les SIM sont bloqués. Alors, c'est très compliqué. Si on doit arriver encore à pourrir la vie des citoyens congolais sur ce plan. Je disais encore que l'idée était bonne, mais les modalités, il faudrait les revoir. À part ça, l'argent perçu par RAM, qui gère ça? Où va cet argent? À quoi sert? C'est le grand problème. Alors, à quoi sert cet argent? Dans ces pays, on a vu des taxes, on a vu des choses qui ont été inventées, créées, mais leurs finalités nous déçoivent. Il y a, je crois, 10 ou 11 ans, on nous imposait la TVA. Les gens se sont plaints, il y avait des tohu-boui partout par-ci par-là, des quiproquos. Mais ce que j'avais beaucoup aimé dans cette faisation, c'est qu'il y avait une très bonne communication. À l'époque, c'est Matata Mponyo qui était Premier ministre. Il y avait une très bonne communication jusqu'à tel point qu'aujourd'hui, parce que tout le monde paye la TVA, mais sans pour autant sentir le coût.
Moi, je pense que la RAM peut aussi s'inspirer de cette modalité de la TVA. Réaménager cette façon de pouvoir faire de cette taxe n'est pas arrivé à fâcher le souverain primaire. Vous savez, aujourd'hui, cette question peut ternir la mandature du président Félix Tshisekedi. On ne voit pas le ministre qui bat ça. On ne voit pas les gens qui travaillent au ministère de Pétentique, soit à la RPTC. Non. La population voit l'individu président de la République, Félix Tshilombo Tshisekedi. C'est lui qu'on voit. Pour la population, c'est lui qui pourrit la vie aux Congolais. Et donc, moi, je pense que la souplesse peut faire à ce que ces gens arrivent d'abord peut-être à surseoir, à communiquer et peut-être relancer. Puisque s'ils arrivaient à ne pas faire cela et imposer cette taxe, non, ça va retomber sur un seul individu et ça ne sera pas une affaire d'un groupe. Ok. Nous avons vu, il a été demandé à l'Assemblée nationale de surseoir cette taxe, d'en parler à l'Assemblée nationale. Exactement. Une question orale a été adressée au ministre Kibasa, je crois à la plénière prochaine. Il pourra être entendu et il pourra donner d'éventuelles explications. Moi, je pense que les explications, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Le peuple a besoin des actes. Le peuple a besoin de se sentir un peu allégé. Il ne faut pas trop encombrer le peuple avec beaucoup de choses. Taxes par ici, inflation par là. Non, c'est pas bon. C'est pas bon en tout cas. C'est pas bon en tout cas. Il faudra revoir ces choses-là et très rapidement, peut-être reporter. Peut-être changer des normes. Si vous voulez lutter contre la contrefaçon des téléphones, collaborer avec l'OCC par exemple. Oui. Puisque les téléphones entrent à partir de là. Demander à l'OCC de renforcer ses services. C'est à partir de là qu'on peut lutter contre la contrefaçon des téléphones. Puisque si les téléphones entrent, exactement, si les téléphones entrent par nos frontières, contrefaits déjà, moi je ne vois pas quelqu'un venir. C'est la tâche de l'OCC. Exactement, moi je ne vois pas quelqu'un aujourd'hui venir demander, soit de contrôler dans toutes les maisons pour voir si vous avez un téléphone contrefait ou pas. Non, je ne vois pas ça. Je ne vois pas ça. Et s'agissant de la répression de la marche de lundi, oui. Je crois que ces pratiques, ce sont des pratiques à mettre dans le placard macabre de l'histoire. On a eu à fustiger de telles pratiques sous le régime du président Kabila. Et je pense qu'aujourd'hui, ce sont des choses à pouvoir décourager. Pourquoi tirer, pourquoi blesser, pourquoi pourtant c'était une marche saigner, pacifique. Exactement, pourquoi faire saigner des paisibles citoyens qui réclament ce qu'ils pensent être réclamable. Pourquoi arrêter les gens? Moi je pense que ces gens d'aventure, nous devons les cesser. Laissons les gens manifester, laissons les gens réclamer, revendiquer. Ce n'est pas la fin du monde. Et en quelques mots, vous allez parler nous avons remarqué la présence de M. Charles Michel, oui. qui était en mission officielle ici en RDC et qui devrait aussi inaugurer deux grands bateaux financés par l'Union européenne. Ok. Qu'en dites-vous? Bon, je pense que c'est dans le cadre de la coopération que cela a été fait. Félix Tshisekedi est président de l'Union africaine. Charles Michel est président de la Commission de l'Union européenne. Ouais. Bon, c'est peut-être dans cette optique que cela a été fait. Mais bon, est-ce qu'aujourd'hui, la RDC a-t-elle encore besoin de ces genres d'aide systémique? Je ne pense pas. Moi, je pense qu'aujourd'hui, la RDC, vu sa grandeur, vu ses potentialités, nous ne devons plus retourner. Il peut se doter lui-même. Exactement. Alors, exactement, nous ne pouvons plus retourner dans ces pratiques colonialistes. Non, non, moi je n'encourage pas de telles initiatives. Pourquoi pas ne pas créer, par exemple, monter, soit renforcer l'ONATRA, la SNCC, et nous fabriquer nous-mêmes ce genre de bateaux. Okay. J'ai vu à Kalemi, il y a un gros bateau que le président Kabila a eu à financer. Oui, oui. A eu à financer sur les chantiers navals de la SNCC. On a eu à mettre sur pied un bateau. Oui. Ouais, un bateau a été
a été créé le bateau Armani. C'est un grand bateau hein, qui peut avaler dans son sein plus de 500 véhicules. En tout cas, c'est un très grand bateau. Donc, je pense que l'État congolais doit prendre ses responsabilités. Les bateaux de pêche, nous n'avons pas besoin émanant de l'Union européenne, soit d'autres pays. Nous-mêmes pouvons les faire. Donc, c'est un peu révoltant quand nous voyons de telles choses en tant que nationalistes. Pourquoi rester toujours dans le principe de pouvoir toujours bénéficier des coopérations, non? Il faudra mettre fin à ça. Il faudra mettre fin à ça. Ok, nous sommes arrivés à la fin de notre émission aujourd'hui avec M. G.L. Kabila. Nous avons essayé de parler de l'actualité politique, quelques sujets qui sont en train de passer dans notre pays actuellement. Alors, nous avons fait une analyse en tant que jeunes. Et si vous avez besoin aussi de nous dire ce que vous pensez du pays, le plateau de Parlons Jeunesse Magazine est libre. Nous vous attendons à bras ouverts. N'oubliez pas de continuer toujours à nous suivre sur Fast TV chaque jeudi à 21h et samedi à 21h aussi. Et en intégralité aussi sur notre chaîne YouTube Koyal TV 1. Je crois que nous allons nous séparer par là. Nous nous voyons à la prochaine. Bye.